Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci Vincent pour cette présentation et le challenge un petit peu qui m'est proposé ce matin d'introduire vos travaux avec, comme Vincent l'a dit, l'idée de jouer sur un double regard et une double expertise, à la fois de chercheurs à l'issue de ma thèse que j'ai terminée en 2017 et la continuation de mes travaux au sein d'un labo à Lyon qui s'appelle le Laboratoire d'études rurales, qui est un laboratoire pluridisciplinaire, une majorité d'historiens et de géographes, mais aussi des sociologues et des ethnologues. C'est l'occasion parce que j'ai eu la tristesse d'apprendre ce matin le décès de François Portet, un ethnologue qui a été conseiller à ethnologie à la DRAC Rhône-Alpes et qui était un compagnon sur la route de l'apprentissage de la recherche. Et donc je voulais quand même lui faire un petit clin d'œil ce matin parce que toutes ces histoires, et ce sera aussi un petit peu l'objet de mon propos ce matin, c'est d'essayer effectivement de prendre de la hauteur sur les enjeux qu'on vit tous, que vous vivez tous par rapport à l'action culturelle en milieu rural, mais aussi peut-être une mise à hauteur en termes d'histoire et de parcours. Il me semble intéressant à chaque fois dans les travaux qui sont faits pour observer les dynamiques culturelles, de ne pas s'arrêter à un portrait, à un tenté, mais toujours de réfléchir aux fondements qui ont été à la source de ces initiatives. Du coup, c'est vrai que j'ai eu l'opportunité d'écrire un manuel qui est encore disponible pour poser un petit peu les jalons d'une réflexion sur le rural. Occasion de dire que entre le moment où j'ai terminé ma thèse en 2017 et aujourd'hui, le contexte d'analyse et de réflexion sur les enjeux de la ruralité a très largement évolué. En 2017, l'objet de la thèse était aussi finalement d'ancrer la justification de continuer à étudier les ruralités de manière fine dans un contexte académique et universitaire où le champ des études urbaines était très largement dominant. Aujourd'hui, le débat politique et sociétal a complètement évolué en repositionnant un petit peu la ruralité sur d'autres enjeux. Ce sera l'objet aussi de cette présentation. Et donc effectivement, aujourd'hui, je suis chargé de mission auprès du directeur de l'Association des maires ruraux de France. On sort d'un congrès récemment en Dordogne. Alors, un petit réflexe universitaire classique, un plan en 3 parties, avec 3 sous-parties, etc. Non, c'est juste pour cadrer un petit peu mon propos du matin, avec d'abord un temps sur le changement de regard qui s'opère sur la ruralité et donc de fait l'évolution des politiques publiques qui vont avec. Un petit regard aussi sur la manière dont l'aménagement culturel du territoire a été construit et se construit aujourd'hui, et donc les enjeux que ça relève, et un temps peut-être plus important sur les nouvelles modalités d'intervention aujourd'hui des artistes en milieu rural à travers ce clin d'œil, cette référence à mon travail de thèse où effectivement j'ai analysé des parcours d'artistes dans la durée pour essayer de dessiner des formes de typologie des modes d'intervention et occasion de vous dire que si ça vous intéresse, cette thèse est en ligne et qu'elle est consultable. Alors, un petit point de contexte par rapport à la question de la ruralité, à la fois dans le champ académique, mais aussi dans le champ sociétal, avec un clin d'œil à ce que vient de dire Madame le maire, à savoir qu'il y a deux dynamiques qui sont a priori antagonistes, qui coexistent aujourd'hui, entre d'un côté l'acmé presque d'un mouvement de désertification des espaces ruraux et donc de désengagement de l'État
dans les territoires ruraux qui a amené à une rétractation des services publics et donc à la montée en puissance d'un discours de colère des populations vis-à-vis de l'accompagnement des pouvoirs publics de ces territoires, qui a été manifeste au moment de la crise des Gilets jaunes et qui s'accompagne d'un certain nombre de travaux plus ou moins contestables, mais en tout cas qui ont caractérisé de manière assez forte les enjeux qui ont accompagné le sentiment d'abandon, mais ce sentiment d'abandon, ce n'est pas seulement une perception, c'est une réalité qui est donc notamment le cas des travaux d'un géographe un peu contesté qui est Christophe Gulluig, en tout cas qui montre comment on a construit aussi collectivement une forme d'abandon des territoires. À l'inverse, il y a un mouvement totalement antagoniste qui est celui d'une hypervalorisation des dynamiques rurales et de la manière de se projeter dans la ruralité, qui, là aussi, concomitance des deux crises, une crise sociale et ensuite une crise sanitaire, qui, à l'inverse, cette fois, a complètement survalorisé les discours positifs autour de la ruralité, et donc qui accompagne aussi l'action publique avec ces fameuses étoiles qui étaient évoquées tout à l'heure, et donc une mise en avant des potentialités de renouvellement des espaces ruraux. Mais, et donc là, je vous invite, d'ailleurs, il est présent au coin librairie ici. Il y a notamment un ouvrage d'une géographe nantaise qui s'appelle Valérie Joussoum, qui a écrit un livre qui s'appelle La Ploug Pride. Et donc, j'aime bien ce titre parce que c'est aussi une question de fierté. Comment aujourd'hui, on passe d'un moment où le rural a quand même été marqué par des attributs très négatifs, la dimension de l'exode rural. C'est quand même quelque chose qu'on a continué d'apprendre à l'école pour signaler ce moment où il y avait effectivement des dynamiques démographiques dans les campagnes liées à la restructuration de l'agriculture qui ont occasionné des départs de population. Et malgré tout, ce terme d'exode est quand même un petit peu caricatural, de la même manière que la question de l'exode urbain qui est posée aujourd'hui dans les médias est complètement disproportionnée par rapport à la réalité des faits. Donc, deux discours qui coexistent, mais qui s'appuient, qui demandent à être très largement recontextualisés. En fait, la question à la fois de l'abandon et celle de la valorisation de la ruralité, ce n'est pas aujourd'hui qu'elle se découvre. Et vous êtes tous et toutes des acteurs qui peuvent témoigner de l'existence de dynamiques culturelles sur le long terme qui s'appuient sur des expériences passées, etc. Donc je vais passer très très vite sur cet aspect qui est présent dans la thèse, mais simplement pour toujours garder à l'esprit que le regard qu'on porte aujourd'hui sur le rural, il doit être recontextualisé par rapport à des dynamiques passées qui sont aussi des sources d'inspiration et des sources de réflexion pour les acteurs contemporains. Donc je vais passer là-dessus, mais c'est l'objet de cette partie de la thèse, c'est de montrer justement comment l'action publique et la recherche ont été des observateurs, en tout cas la recherche a été un observateur privilégié de cette mutation progressive des espaces ruraux qui permet justement de déconstruire l'idée d'un rural rejeté et l'émergence immédiate là, ces dernières années d'un rural idéalisé. Tout ça se construit dans la durée avec des temps plutôt de forte valorisation. Dès le début du XXe siècle, il y avait tout un travail, notamment mené par des ethnologues et des historiens, qui a été un travail fondamental aujourd'hui sur la révélation du patrimoine rural, etc. Au lendemain, justement, des années 60,
beaucoup ont commencé à observer des dynamiques de réinstallation, et donc tout un tas de travaux de sociologues qui ont permis de caractériser ces prémices de la manière de se reprojeter pour les populations dans l'espace rural, ce qui a amené dans les années 90 notamment des chercheurs à poser la question de la renaissance rurale. Donc vous voyez, quand on est aujourd'hui dans un temps d'actualité où on met en avant l'idée de l'exode urbain, la question de la renaissance rurale, elle se pose en fait dès le tournant des années 90 avec la mise en place de plans de développement et autres, la montée en puissance du développement local. Donc voilà, des choses que je vais passer pour revenir peut-être plus sur, encore une fois, merci, pour revenir un petit peu plus sur des éléments de contexte actuel pour finalement se poser la question de qu'est-ce que c'est que la ruralité. Alors, beaucoup prennent la précaution de mettre un S à ruralité pour caractériser le fait que les contextes sont différents les uns des autres. Mais est-ce que pour autant ça empêche de penser la ruralité comme un ensemble qui est structuré par des effets et des caractéristiques particulières? C'est un peu tout l'objet. En fait, c'est même été parfois un peu un levier de dénigrement, c'est-à-dire oui mais regardez, vous êtes tous différents. Donc on ne peut pas faire une politique publique qui soit adaptée à la ruralité dans son ensemble, puisqu'il y a trop de différences entre les territoires ruraux. Pourtant, on a bien des politiques urbaines, alors même que l'urbanité elle-même est très, très différenciée. Qu'est-ce qui relie une petite ville de 10 000 habitants d'une métropole régionale? Pas grand-chose, si ce n'est que malgré tout, on parle sous un même langage, et un même langage en termes d'accompagnement de l'action publique. Et donc, j'ai remis ici une petite photo d'un cahier de doléances qui était un temps un peu spécifique, notamment pour l'Association des maires ruraux de France, qui a proposé d'être un peu un amortisseur de la crise sociale en ouvrant donc ces mairies pour accueillir la parole des citoyens. Aujourd'hui, il reste à faire un travail, à mon sens, qui mériterait d'être plus fort sur l'exégèse et l'analyse de ces travaux. Il y a malgré tout beaucoup de collectifs qui s'y emploient pour ne pas les oublier trop vite. Toujours est-il que ce temps-là a quand même été un temps qui a marqué du côté de l'État une forme de prise de conscience pour réfléchir à la manière de mieux accompagner les espaces ruraux. Et ça a été la mise en œuvre d'un agenda rural avec un peu plus de 180 mesures qui sont certes très, très incomplètes, mais qui, malgré tout, marquent une forme de rupture avec la reconnaissance que la ruralité était un contexte territorial spécifique qui méritait d'être accompagné. Et ça s'accompagne aussi de la création d'un secrétariat d'État à la ruralité à ce même moment. Donc aujourd'hui, c'est Dominique Faure qui est secrétaire d'État à la ruralité. Et on va voir que sur les questions culturelles, ça s'accompagne aussi d'un certain nombre de mutations. Vincent a évoqué la présence référente ruralité de la DRAC. La mise en place de ces référents ruralité, c'est aussi une déclinaison de cet agenda rural qui vise donc à essayer d'adapter les politiques publiques aux contextes ruraux. Alors, si on peut passer à la suivante. Alors, ça passe aussi par la question de la reconnaissance effective de la ruralité. La statistique publique oubliait complètement l'existence de la ruralité, puisqu'il n'y avait qu'une définition de l'INSEE qui était en creux. C'est-à-dire qu'on considérait, en tout cas on imaginait pouvoir se saisir du rural que par rapport en miroir de ce qui n'était pas urbain.
c'était quelque chose qui était profondément insatisfaisant et qui rendait plutôt invisible la question de la ruralité dans les analyses, puisqu'il n'y avait pas de définition commune, et donc pas la possibilité de mener des travaux d'analyse ou de recherche ou de réflexion qui permettraient d'avoir un langage commun. Ça, c'est quelque chose aussi qui a été modifié très récemment avec la mise en place en 2021 d'une définition du rural par l'INSEE, qui est donc synthétisée ici sous l'appellation de zonage rural. Et donc, au-delà de la performativité de l'outil en termes d'analyse des dynamiques territoriales, ça peut paraître un petit peu réducteur que de séparer la France en deux, comme ça, entre du rural et de l'urbain. Mais en réalité, c'est un vrai levier pour, aujourd'hui, avoir un langage commun pour parler et définir les ruralités. Donc ça, c'est des choses qui sont très facilement accessibles en ligne. Je vous invite à aller voir ce que ça peut donner sur des cartes. Et si on passe justement à la carte suivante, ce qui est finalement assez intéressant sur la façon de poser la définition du rural, c'est aussi de s'interroger finalement sur les dynamiques démographiques qui sont propres aux territoires ruraux. J'ai évoqué l'émergence dans les années 90 de travaux sur la renaissance rurale. En fait, on oublie très souvent de dire que, les premiers signaux d'un renversement de tendance par rapport au peuplement du rural, c'est dès le recensement de 1975. Qu'est-ce qui se passe en 1975? C'est qu'à l'échelle du pays, les espaces définis comme des espaces ruraux arrêtent de perdre de la population. Et donc, par rapport, encore une fois, aux enjeux qui sont ceux qui sont posés aujourd'hui, on voit bien qu'il y a quand même, 75, ça fait quand même près de 50 ans, que la dynamique démographique négative qui était celle de la ruralité a cessé, et donc 50 ans où finalement on n'a pas accompagné le redéploiement des services publics en milieu rural au regard de cette réalité statistique. Bien entendu, tout doit être nuancé par rapport aux contextes territoriaux de chacun, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que à partir de 1975, on a la fin de cette tendance globale. Plus finement, ce qu'on observe, c'est jusque dans les années 90, un regain de population qui se concentre principalement autour des villes et autour des villes moyennes, donc la fameuse périurbanisation, mais que dès les années 90, ce sont un ensemble plus vaste de territoires ruraux, et notamment de territoires ruraux isolés, qui sont dans des dynamiques démographiques positives. Alors, on en arrive donc à cette tendance en 2010, avec finalement une dynamique démographique qui est très positive pour l'ensemble de la ruralité. Il y a un petit retournement de tendance en 2010 avec la crise des subprimes et ses effets sur le logement et autres. Et tendanciellement, cette dynamique démographique très positive est quand même relativement atténuée depuis 2010 par des difficultés d'accès au logement, le renchérissement du coût des transports, etc. etc. Il n'empêche qu'aujourd'hui, on peut s'interroger sur, donc du coup, la page suivante, sur la manière de reposer le contexte rural dans une dynamique sociale globale qui, forcément, interagit avec les modes d'intervention publics, mais aussi les modes d'intervention culturels. On a encore trop souvent l'image d'un rural vieillissant, etc., qui en fait est tendanciellement à nuancer, puisqu'on est très clairement dans une logique de retournement démographique, avec des pas de temps différents en fonction des territoires, mais globalement, il y a des trajectoires où on passe d'abord d'un mouvement
de solde migratoire qui devient positif, c'est-à-dire le nombre de personnes qui viennent s'installer, et qui s'accompagne dans la suite d'un solde, lui, cette fois naturel, également positif. Qu'est-ce que cette distinction solde migratoire et solde naturel nous enseigne? En fait, elle nous enseigne qu'il y a différentes étapes dans les qu'on peut caractérisées comme des lignes de dynamique rurale. C'est d'abord des installations plutôt de profil de personnes âgées, retraites, etc. Mais de plus en plus, et ça peut être l'objet de la petite image suivante, d'installations d'actifs qui s'installent en milieu rural pour leurs différents projets de vie. Et moi, ce qui m'a intéressé dans ma thèse, c'était justement de questionner cette question de l'investissement, du retour d'une population active en milieu rural au regard des artistes. Encore une fois, je ne vais pas être plus long là-dessus, mais changer de regard, c'est aussi faire tomber un certain nombre d'a priori sur notamment la localisation de l'emploi en ville. Non, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas plus d'emplois en ville qu'à la campagne. Il y a 33% de la population, 35% de la population qui vit en ville, et il y a 36% de l'emploi 35% de la population qui vit à la campagne, il y a 36% de l'emploi qui est localisé en ville. Donc tous les schémas de pensée sur l'idée que les populations rurales seraient condamnées à aller travailler dans des centres urbains, en fait, elles sont infondées. Bien entendu qu'il y a des enjeux de mobilité, bien entendu qu'il y a de la réticularité entre les territoires, mais si on pose un diagnostic global, il est faux de dire que l'emploi est concentré en ville et que les populations rurales sont condamnées à faire ces allers-retours. Encore peut-être un élément de contextualisation d'ensemble sur la slide suivante, c'est notamment des choses qui sont très bien posées dans les travaux récents de sociologues. Là aussi, je les ai vus présents à la librairie, que ce soit François Coquer ou Yael, j'ai perdu sur... En tout cas, de travaux sur la question de la jeunesse rurale. Il est vrai qu'il y a un phénomène qui est spécifique à la ruralité, c'est le très fort départ des jeunes entre 18 et 25 ans. C'est caractéristique. Il y a un mouvement de départ de la campagne qui est sur cette classe d'âge. Mais en fait, ce qu'on oublie souvent de dire, notamment en termes de politique scolaire, c'est qu'il n'y a pas moins de jeunes en âge d'être scolarisés de 3 à 18 ans. Il n'y a pas moins de jeunes en milieu rural qu'en ville. C'est même un tout petit peu plus. Il y a proportionnellement, donc je l'ai dit, 33% de la population qui vit à la campagne, et c'est 34% des jeunes de 3 à 18 ans qui sont localisés en milieu rural. Donc là aussi, ça doit aussi nous interroger sur les formes de politique culturelle, d'accompagnement qu'on peut avoir vis-à-vis de ces territoires. Et donc, bien entendu, une attention particulière à la tranche d'âge 18-25 ans. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que le point d'équilibre qui était celui d'un mouvement de retour à la campagne, qui était dans les années 90 plutôt autour de 50 ans, tend structurellement à se rabaisser. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de jeunes. Alors, ça a été d'abord plutôt des actifs en seconde partie de parcours professionnel, puis des couples avec enfants liés au cadre de vie, etc. Et structurellement, aujourd'hui, on observe un retour de plus en plus marqué de jeunes dans leur première activité professionnelle. Donc c'est quand même des éléments de structuration des dynamiques rurales qui sont importants à avoir en tête. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, si on peut passer à la suivante, on peut quand même se poser un petit temps de réflexion sur l'émergence
du principe de l'exode urbain aujourd'hui tel qu'il est véhiculé dans les médias. Il y a donc un fort prisme dans les médias et dans la presse pour insister sur l'attractivité nouvelle des territoires ruraux au regard de la crise du Covid. Aujourd'hui, on n'a pas les outils statistiques qui nous permettent d'infirmer ou d'affirmer cette tendance. Tout simplement parce que ce qui fait foi, c'est le recensement de la population par l'INSEE, qui est toujours en décalage par rapport au temps présent. Il y a 3 ans entre la publication, le relevé des chiffres et leur publication, parce qu'il y a tout un mécanisme de pondération qui fait que, d'ailleurs, les élus ne peuvent pas se satisfaire souvent de ces outils, parce que l'INSEE évalue la population en fonction d'un décompte qui est passé. Donc aujourd'hui, l'INSEE ne peut pas dire combien il y a de mouvements de population sur ces 3 dernières années. On a d'autres outils, notamment la question des inscriptions à l'école. Ça, par contre, c'est des relevés d'informations qu'on a à un temps T précis, puisque les chiffres de la rentrée scolaire de 2022 sont connus. Et quand on observe ces chiffres d'inscription à l'école, on observe quand même assez nettement sur 2022 et 2021 quelque chose de tendanciel, enfin, qui est plus fort que la tendance. Donc il y a manifestement des signaux d'installation, notamment d'installation de couples avec enfants en milieu rural qui sont plus forts. Mais est-ce que ça nous autorise malgré tout à parler d'exode? Ça, rien n'est moins sûr, d'autant que ça se joue de ce que j'évoquais tout à l'heure, d'un effet ciseau, avec malgré tout une plus faible dynamique d'installation à partir des années 2010 liée au renchérissement. Alors, contexte démographique instable et mouvant, qui interroge aussi beaucoup sur la question du vivre ensemble, du faire société, etc. De manière concomitante, il y a beaucoup de discours aussi qui tendent à être dans une forme d'opposition entre anciens et néo, des formes de cohabitation qui seraient rendues plus difficiles. Là encore, il faut se reprojeter dans l'histoire, et en fait, les histoires ruraux ont toujours été des lieux de mobilité, des lieux de migration. Et cette question de la cohabitation entre différents profils de population, elle est concomitante de l'espace rural. Et donc cette mise montée en épingle un peu de la difficulté de la cohabitation, elle est à mon sens totalement alimentée par la puissance de ces 2 mouvements contradictoires que j'ai évoqués, c'est-à-dire à la fois un sentiment d'abandon et à la fois un sentiment de projection très positive qui occasionne des frictions entre 2 façons de se projeter dans le rural qui sont plus fortes que ce que la réalité matérielle des accords au niveau local. Alors, changer de regard sur la ruralité, mais aussi, si on passe à la suite, ah oui, alors ça, c'était des petits focus sur la région pour dire aussi qu'effectivement, tout devait être nuancé et que les campagnes du nord de la France sont dans une dynamique un petit peu décalée par rapport à d'autres types de campagnes. Toujours est-il que ce qu'on observe, faudrait prendre le temps de l'analyse cartographique, mais c'est qu'on passe quand même d'une logique de périurbanisation à une logique d'installation dans des ensembles plus vastes avec une forte rétractation à partir de 2010. Alors, pour passer à la suite, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça quand on parle de politique culturelle? Donc, sans revenir sur le débat des... Ouais, pardon. Ah oui.
Effectivement, c'est mieux comme ça. Sans revenir sur le point de débat lié à l'affectation des crédits du ministère de la Culture, et il va sans dire qu'on a une forme on retrouve sur le champ culturel les tendances que j'ai évoquées sur la rétractation des services publics en milieu rural. Souvent, beaucoup, notamment des politiques, pointent du doigt le fort déséquilibre entre les dotations et les investissements et le fléchage des crédits à destination du monde rural. Au-delà de cet aspect, en fait, il faut voir que les modes d'intervention publique en manière de politique culturelle en milieu rural sont assez différents, puisque on a en milieu rural un moindre investissement de l'État dans le financement de l'action culturelle, mais une prédominance beaucoup plus forte des intercommunalités et des communes. En fait, on peut ne pas oublier non plus qu'à l'échelle nationale, par Île-de-France compris, c'est quand même 42% du financement de la culture qui est assuré par les communes. Cette tendance aujourd'hui, on voit un petit débord avec une prise de compétences de plus en plus forte des intercommunalités, et donc mais globalement on a un bloc local qui finance à plus de 50% l'action culturelle. Ce seuil est même plus important si on l'analyse à l'échelle de région. Donc c'est cette fois on se déporte de l'Île-de-France avec effectivement un ratio du bloc local qui est plus important. Donc ça renvoie à une forme de spécificité, c'est que dans l'action culturelle, ça sous-entend qu'il y a des liens, des coopérations, des échanges qui sont plus forts avec les élus au niveau rural qu'à l'échelon national, qu'à l'échelon des villes, où souvent les financements sont coordonnés par des institutions, etc. Ça renvoie, alors ça peut être l'image suivante, mais ça vous connaissez ça par cœur, c'est quand même l'idée de la structuration très hiérarchisée de l'aménagement culturel du territoire, avec une approche centre-périphérie qui est très dominante dans la façon de penser l'aménagement culturel, où on part de centres d'institutions qui sont localisées dans ces centres et qui seraient censées avoir un rayonnement pour couvrir les besoins de l'ensemble de la population. On va passer à la suite. Donc ça, pareil, ça renvoie quand même à l'idée qu'il y a une distinction entre deux registres de politique culturelle, entre d'un côté la démocratisation culturelle et de l'autre les principes de la démocratie culturelle. Une démocratisation qui a été j'allais dire le bras armé, mais c'est pas tant le mot, c'est la logique menée par l'État de pouvoir mailler le territoire et aller au plus près des populations, mais beaucoup sur une logique d'équipement et donc en termes d'aménagement, une logique de hiérarchie urbaine qui est très marquée. À l'inverse, une logique de démocratie culturelle qui, elle, se fonde sur un autre rapport à l'espace, où on a, à l'image de ce que vous faites ici, la nécessité de travailler en transversalité, et non plus de manière verticale, mais de travailler en transversalité pour aller coordonner des ensembles d'acteurs à l'échelle locale. Tout ça renvoie au fait, malgré tout, qu'on est sur une forme de façon de penser de l'État qui reste très
très attaché à cette approche verticale, mais avec malgré tout, en lien avec ce que je disais en début de propos, des changements aujourd'hui dans la façon d'appréhender ces phénomènes. Et donc si on passe à la diapo suivante, ça s'est notamment manifesté par la mise en place de la délégation générale à la transmission au territoire de la DG2TTC. La DG2TTC, je l'ai dit vite et bien, je crois, en 2021, oui, c'est ça, 2021, qui est donc un petit peu le reflet de cette nouvelle façon de penser de l'État aussi sur la manière de coordonner des formes d'action et qui concerne notamment le milieu rural. Je l'ai dit avec les référents ruralité, mais aussi avec des formes de programmes, notamment d'expérimentation culturelle, là, qui sont donc un peu le reflet de cette prise de conscience, et en tout cas de ce retournement de tendance dans la façon de penser. Alors il n'empêche qu'aujourd'hui, on est quand même encore très loin de l'égalité. Alors là, c'est un peu le côté militant de l'Association des maires ruraux de France, mais on demande avec insistance le fait de pouvoir avoir des chiffres, de savoir combien et où va l'argent du ministère. Non pas pour critiquer, mais pour avoir un diagnostic qui soit un diagnostic partagé. Alors on peut, et c'est ce qu'on a fait, notamment analyser c'est ce qu'on appelle la territorialisation des crédits, analyser la territorialisation du plan de relance culture. Alors c'est ce qu'on a fait, et je l'ai dit, le rural c'est 33% de la population, le plan de relance culture c'est seulement 8% des crédits qui sont allés vers le monde rural. Donc il y a quand même toujours cette tendance de fond d'un déséquilibre assez net entre, par rapport à la ventilation des crédits sur les territoires. Toujours est-il que c'est des espaces de concertation qui sont quand même des lieux assez nouveaux et assez innovants dans la manière de co-construire des politiques publiques. Le CTC national, c'est le Conseil des territoires pour la culture, qui s'est décliné à l'échelle régionale avec la mise en place des CLTC, donc c'est des lieux de concertation entre les représentants d'élus et l'État. C'est la généralisation des COREPS, je ne sais pas où on en est en région Hauts-de-France, mais en tout cas, c'est donc des instances de concertation entre artistes et élus et l'État. Donc on a une dynamique de prise de conscience que l'aménagement culturel du territoire tel qu'il a été construit dans la logique de Malraux, de la démocratisation culturelle, elle est aujourd'hui très défaillante par rapport à l'accompagnement qui peut être fait des territoires ruraux. Alors si on passe à la suite, il y a une deuxième tendance qui est celle de l'émergence des principes de la contractualisation. C'est des choses qui préexistent aussi, mais qui sont aujourd'hui très dominantes. C'est-à-dire que, vous savez, il faut avoir des projets. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas... le contexte de financement de la culture est très lié à des dynamiques de contractualisation. Et donc, ça interroge aussi sur la capacité des acteurs culturels à s'insérer ou à ne pas s'insérer dans ces logiques-là. Voilà, ça c'est une question que vous vivez tous, mais ça renverra à ce que je dirai tout à l'heure sur... il me reste combien de temps, Vincent, ou pas ? Donc, sur la capacité des artistes à s'insérer, à vouloir le faire ou pas, dans ces logiques-là. Donc aujourd'hui, l'action de l'État se décline par un tas de l'action de l'État et des collectivités, ça décline sur un tas de modes de contractualisation. Ça passe par les CRTE, ça passe par les programmes de développement type Petite Ville de demain, ça passe par des programmes spécifiques, territoire d'industrie, tiers-lieux, etc., etc. Donc on a la montée en puissance de cette logique-là. Et une autre logique, c'est celle de la reprise en main de l'action culturelle par les petites villes et par les intercommunalités. Le contexte, c'est aussi celui
l'appropriation finalement d'un discours de compétition territoriale qui était celui des métropoles au tournant des années 2000, Bilbao, etc., de faire de la culture un levier de rayonnement et de développement économique local qui a transpiré jusqu'à aller sur des petites villes sans tout le temps pouvoir s'adapter, en fait, avec juste une appropriation de ces outils selon une même logique qui est quand même une logique concurrentielle. C'est-à-dire une logique de dire « moi je suis le plus fort et je vais vous montrer comment j'arrive à rayonner sur un territoire ». Donc on a cette logique de l'aménagement très, très libérale de la ville qui rejaillit sur des collectivités de plus petite taille et notamment des intercommunalités. Malgré tout, avec l'émergence d'équipements structurants. Et donc, encore une fois, c'est comment on interagit et on fait avec ces équipements qui offrent des possibilités, mais qui sont aussi le reflet d'une forme de structuration et de domination, d'une façon de penser l'aménagement culturel sur d'autres formes. Un petit clin d'œil aussi, mais j'espère qu'il n'y a personne de Villeurbanne qui est là, avec encore une fois sur la même un peu logique de contractualisation, labellisation, l'émergence du label Capitale française de la culture, qui prévoit notamment de travailler de manière assez forte les liens entre une ville haute et les territoires ruraux environnants. Ça fait partie du cahier des charges. Je vous invite à aller voir la programmation de Capitale française de Villeurbanne, et il ne se passe rien du tout avec les territoires environnants. Mais donc voilà, il y a un certain nombre en tout cas, de logiques où on essaye de diffuser les choses différemment. Alors, cette question-là, elle renvoie à la fois à la capacité des acteurs culturels à se positionner dans ces logiques, mais aussi à la question de la place des élus. C'est quelque chose qui est assez fort, et là, cette fois, c'est un diagnostic aussi qui est posé par l'Association des maires ruraux de France. C'est-à-dire on a trop d'élus qui ne sont pas formés, qui ne sont pas sensibilisés aux questions culturelles. Et notamment à la manière de justement s'approprier ces outils pour aller dialoguer avec des acteurs culturels ou des artistes pour finalement les amener à co-construire des choses. Alors on sait que ce qui marche, c'est à chaque fois quand le couple élu acteur culturel, il fonctionne. Sans l'un ou sans l'autre, généralement c'est plus bancal et on n'arrive pas. Si encore une fois on s'intéresse un peu à l'histoire de chaque dynamique, c'est assez prégnant de voir comment au début c'est une rencontre entre deux hommes ou deux femmes qui se lancent une espèce de challenge, de dire ok, on y va. Mais ça, il faut aussi avoir la lucidité de dire qu'il y a beaucoup d'élus qui n'ont pas assez cette sensibilité. Et donc, c'est un peu une tarte à la crème, mais cette question de travailler à l'amélioration du dialogue entre élus et artistes, elle est importante. On en parlait aussi ce matin, c'est aussi parfois la question du dialogue entre artistes entre élus et techniciens. Bref, c'est comment on équipe aussi des élus à être formés sur ces questions. Donc modestement, l'Asso des maires ruraux de France a mis en place avec 3 agences culturelles de spectacles vivants régionales une série de fiches pratiques que je vous invite à aller consulter sur le site de la MRF, qui permet d'essayer justement de faire ce premier pas d'information pour se dire que c'est possible. Parce que Vincent évoquait la question des liens, de la manière dont on travaille ensemble. Il faut réussir à amener les élus à avancer. Donc, si on passe à la suite, c'est maintenant plus le cœur de mon travail, c'est
dans le paysage institutionnel, la manière de penser le territoire, comment on peut essayer de mettre en évidence des modes d'organisation un petit peu structurants pour penser la place des artistes en milieu rural. Donc c'est ce que j'ai essayé de synthétiser dans mon travail selon trois systèmes qui renvoient finalement à la diversité des formes d'interaction des artistes avec le territoire rural. Il y a d'abord la façon de faire avec le territoire et de co-construire et d'être un acteur des territoires, soit en s'appuyant sur une logique d'économie touristique et donc en lien aussi avec le patrimoine, avec la mise en valeur de ces éléments, soit plus de manière classique et avec le monde du socioculturel, avec l'enjeu qui a été évoqué tout à l'heure, de dire que l'EAC, ce n'est pas que des écoles, mais c'est aussi un ensemble le plus large. C'est juste parce que j'ai pas compris, il me reste... Ok. Donc, un autre système qui me semble plus intéressant, c'est l'émergence de la figure de l'artiste un petit peu entrepreneur. Et là, il y a beaucoup de liens qui se font justement sur les autres formes d'installation en milieu rural qui s'installent. Et un autre aspect qui est important, c'est la montée en puissance de la campagne, cette fois comme espace de création, avec une remobilisation des attributs de la ruralité dans des propos artistiques innovants. Donc, pour aller très vite, c'est notamment un point d'actu. Il y a un article qui est sorti dans l'IB il y a 7 jours, une semaine, je crois, qui donc illustre un petit peu ces différents profils d'artistes en milieu rural, avec ce titre, Les nouveaux villages de l'art contemporain. Et le papier est assez intéressant parce qu'il synthétise en peu de mots justement ce que je viens d'évoquer rapidement sur les différents profils, les différentes modalités d'intervention. Avec toujours, c'est le petit clin d'œil ici, de dire attention, tout n'est pas nouveau. Et il ne faudrait pas que on survalorise des installations nouvelles au détriment d'équipements et de logiques préexistantes. Et ça, c'est un petit clin d'œil au château de Goutelas dans la Loire, qui est un lieu justement d'effervescence et de travail en collectif où était venu Duke Ellington dans les années 60. Alors, très rapidement, un élément structurant, c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur la population, il n'y a pas moins d'artistes en milieu rural qu'en ville. Il y a des effets de spécialisation en fonction des disciplines artistiques. Les disciplines scéniques sont un petit peu surreprésentées en ville, à l'inverse des disciplines d'atelier qui sont un peu plus surreprésentées en milieu rural. Ça renvoie à des choses qui sont très connues, mais sur l'accès aux fonciers, etc., à l'inverse, de l'autre côté, de l'accès à des lieux de représentation et des lieux de diffusion. Mais toujours est-il qu'encore une fois, il n'y a pas moins. Structurellement, il n'y a pas de raison d'opposer les deux. Et à tel point que un des grands penseurs de cette dynamique urbaine de l'économie créative autour des années 2000, qui était Richard Florida, qui était un petit peu le penseur mondial de cette idée que la ville était le lieu de la créativité, le lieu de l'innovation, qu'elle avait la capacité à attirer des créatifs, avec tous les guillemets qu'il faut, pour être le creuset d'un mode de développement, etc. En fait, il a fait un mea culpa en 2010 en disant « Écoutez, j'ai repris mes travaux, et en fait, non. Il n'y a pas d'effet de localisation lié à l'installation en milieu urbain. Non, structurellement, il y a autant d'entrepreneurs artistiques en milieu rural qu'en milieu urbain. Et que donc les conditions du succès et les conditions de la réussite, ils sont tout autant réunis en milieu urbain qu'en milieu rural, mais avec des logiques un petit peu différentes. Et donc vraiment pour aller très très vite, ces logiques différentes, elles sont notamment portées par des modes d'interaction
avec les publics, avec les lieux qui sont différenciés, avec des modes de coopération aussi dans le travail artistique, avec par exemple le cas du Vent des Forêts en haut à gauche qui est un lieu de résidence intéressant, où les artistes viennent coopérer avec les habitants et les entrepreneurs locaux, notamment un sidérurgiste. Donc cette idée du faire avec, qui est structurel en milieu rural, et qui renvoie finalement aussi à une autre dimension du rural, c'est l'explosion des thématiques qui peuvent être traitées. Alors, on pourra en discuter plus longuement et puis revenir sur ces points que j'ai balayés très très rapidement à la fin. Simplement pour conclure, pour vous dire que tiens, c'était l'occasion parce que j'y pensais pas, mais sur la question de la formation des élus, avec la FRAP, on a été en relais d'une dynamique de mise en place d'un guide méthodologique qui justement vise à accompagner les élus à une meilleure prise de conscience des manières de faire pour accompagner les artistes plasticiens. Et donc que ces contextes sont nouveaux et sont mouvants, mais qu'ils invitent quand même à beaucoup d'optimisme, pour rappeler le mot des étoiles de Madame le maire, pour dire qu'il y a un contexte qui est aujourd'hui plutôt favorable, mais qui demande à peut-être repenser un certain nombre de schémas de l'action publique. Voilà, pour être un petit peu rapide sur la fin. Alors, on vous propose de poursuivre en fait avec des échanges. S'il y a des questions dans la salle, je vais faire circuler le micro. Pensez à bien le placer près de votre bouche et on essaiera de se limiter comme le temps un petit peu filé dans les questions. Bonjour, donc Loïc, je suis étudiant en master art, responsabilité sociale, je ne sais pas si on m'entend bien, de Lille. Et tout à l'heure, vous avez évoqué qu'il y avait autant d'emplois dans la ruralité qu'en milieu urbain. Les emplois sont-ils les mêmes ? Alors, non, les emplois ne sont pas les mêmes. Il y a une surreprésentation des emplois dits productifs en milieu rural, avec cette caractéristique, c'est qu'aujourd'hui, l'emploi agricole, c'est à peine 7% de l'emploi en milieu rural. Donc, c'est pas tant de l'emploi agricole, c'est plutôt de l'emploi ouvrier, qui est très dominant en milieu rural. Notamment les travaux de Benoît Coquart montrent assez bien ça, avec aussi, par effet induit, tous les mécanismes de solidarité qui sont liés à ce type d'emploi. Donc il y a cette structuration-là, mais là aussi, la remise en question de ce qui est montré un petit peu trop rapidement, comme l'idée qu'il y a ce qu'on appelle des emplois métropolitains, c'est-à-dire des catégories d'emplois qui seraient propres à la ville. Et là-dessus, je vous invite à aller voir les travaux de quelqu'un qui s'appelle son prénom j'ai oublié, Bouba Olga, le nom se retient plus facilement que le prénom. Bouba Olga qui, avec Michel Grossetti, a assez bien documenté cet aspect, notamment à travers un ouvrage qui s'appelait CAM, donc compétitivité, aménagement, métropolisation, etc., qui est justement une analyse qui permet de déconstruire toute l'idée qu'on se fait du ruissellement et du potentiel économique lié à la concentration des activités dans les métropoles, dans les territoires. Donc voilà un élément de réponse.
Est-ce qu'on peut se dire que finalement la prise en compte des droits culturels en milieu rural est plutôt une opportunité de se distinguer ou de singulariser finalement les politiques culturelles qui sont pilotées dans ces espaces-là? Oui, très clairement, ça renvoie à la question de la transversalité que j'ai évoquée. Il y a plus qu'ailleurs aussi la capacité à structurer différents modes d'intervention et à les coordonner entre eux. Mais encore une fois, ça renvoie aussi un peu à une image erronée de la ville. En fait, on a l'impression que tout va bien en ville en matière culturelle parce qu'il y a des gros équipements, mais ça pose quand même toujours la question de l'accessibilité à ces équipements, la question des publics et autres. Et donc, la question des droits culturels est donc par effet un peu induit la question de la répercussion et de la mobilisation des publics dans des nouvelles manières de faire, elle est presque plus naturelle en milieu rural, du fait de la mobilisation d'une diversité d'acteurs, mais elle est aussi essentielle si on se réfère à cette question de la cohabitation, de la construction d'un chemin collectif, de la manière de se penser en termes d'interaction au niveau local. Les droits culturels, ça renvoie aussi à la question de l'enjeu démocratique et donc de comment on se saisit aujourd'hui en 2022 dans le contexte qu'on connaît de l'urgence de répondre à ces questions-là. Oui, la dernière. Oui, bonjour. Moi, ça fait 40 ans que j'habite par ici. Et je peux dire que l'énorme différence, c'est l'équipement. C'est-à-dire que des salles comme ici, il y en a vraiment très très peu. Des salles d'exposition, il n'y en a pas en dehors du musée Matisse. Et donc des musées, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors, c'est vrai que la Chambre d'hôte offre d'autres formes de culture. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une autre base que celle qu'on a dans les centres culturels urbains. On a un travail sur le territoire, dans le village, mais très éphémère. Ça dure le temps d'une soirée, d'un événement, etc. On n'a pas l'infrastructure et les professionnels. Moi, je crois que le grand problème, c'est ça. Personne n'investit dans des professionnels. Quand il y a des professionnels comme la Chambre d'eau, il y a de la culture. Quand il n'y en a pas, une mairie comme le Nouvion se paye une bibliothécaire, et il y a une bibliothèque, une vraie bibliothèque. Mais comment, dans une ville de 2000 habitants, on peut vraiment avoir une structure et le personnel formé, enfin je pense aux étudiants là actuellement, et capable de travailler sur le terrain pour des vrais outils culturels, et pas du bricolage. Parce qu'il ne faut pas s'imaginer que parce qu'on est en milieu rural, on a le droit de faire à peu près, c'est-à-dire des expositions sur des grilles, voilà, on se fout un peu des artistes quand même. Et puis on va prendre que des artistes pas trop professionnels, hein, on va prendre d'abord les amateurs. D'accord, ils ont le droit d'exposer, mais moi je joue du piano, mais je ne vous jurerai pas de piano. Hein. Et alors les artistes amateurs, oui, bien sûr, ils ont le droit d'exposer. Mais ce qu'on montre à la population, quand même, c'est vraiment quelque chose qu'ils ne peuvent pas voir ailleurs. C'est ça le but de la culture aussi. C'est qu'ils aillent dans des directions, dans des ouvertures qu'ils ne trouveront nulle part ailleurs. Et donc, eh bien, pour ça, il faut vraiment des grosses, je ne veux pas dire des grosses, mais vraiment des moyens. Il faut des moyens. Et souvent, j'ai bien aimé votre intervention sur la formation des élus. Parce que les présidents de Comcom et compagnie, même les élus, ils ne savent pas ce qu'ils peuvent faire. Ils n'en savent rien. Et or, plein de mairies pourraient faire intervenir des artistes. Au lieu de payer la 3e couche de peinture sur le hall d'entrée de la mairie, ils peuvent demander à un artiste d'intervenir et de payer l'artiste et pas le peintre du coin pour la 3e couche, je m'entends bien, etc. Les conservatoires de musique, c'est quelque chose d'extraordinaire, ça donne une dimension fantastique. Mais là aussi, où sont-ils? Comment travailler dans un secteur aussi vaste que la population rurale? Et là, on arrive à des moyens structurants, c'est-à-dire notamment les transports.
comment transporter les enfants vers le conservatoire de la ville d'à côté quand les parents travaillent, n'ont pas de voiture, etc. Puisque j'étais la conservatrice du musée Matisse au Cateau-Cambrésis, c'est-à-dire d'une très grosse structure sur un milieu rural. Et là, je sais que le problème, c'était qu'on était tout seul. Et que, autant dans une ville, si on ferme l'opéra, eh bien, les autres structures culturelles fonctionnent. Au Cateau, actuellement, c'est à moitié fermé. Et ça fait crouler toute l'économie locale. On est devant des choses un peu dramatiques comme ça. Et en même temps, on ne peut pas tout faire. Un musée ne va pas gérer toute la culture d'un territoire. Or, il n'y avait rien d'autre. Bon, est arrivée la chambre d'eau, heureusement, mais il n'y avait rien. Voilà, une bibliothèque et un musée, et c'est tout. Mais on est devant un manque d'équipement, de manque de professionnels. Et ça, c'est le département, à mon avis, qui doit mettre le paquet là-dessus. Les Comcom, ils n'auront jamais les moyens intellectuels pour faire les équipements qui conviennent. Par contre, dans les départements, on les a. De façon très très synthétique. Je suis une élue, hein. Oui, Voilà, voilà. Bon, dire qu'il n'y a pas de salle équipée, je pense que dans notre région, c'est quand même faux. Bon, notamment, moi j'ai parlé pour Vervins, on a une salle d'exposition. Elle n'est pas ouverte tout le temps parce que nous n'avons pas suffisamment de personnes pour venir, c'est vrai. On a aussi quand même des petites structures. On a un cinéma qui sert de théâtre. On fait venir des personnes. C'est vrai que je n'ai pas sûrement votre culture pour faire venir des artistes, mais on se fait aider et on y arrive. Et on se fait aussi aider par la communauté de communes qui va nous subventionner pour faire venir, parce que c'est vrai, le nerf de la guerre, ça va être l'argent. Oui. Alors vraiment très rapidement, un élément de réflexion complémentaire. Je pense que ce que vous évoquez toutes les deux, c'est aussi la question de la difficile ligne de crête entre ces différentes injonctions. Il y a effectivement une problématique d'aménagement du territoire, il y a une problématique d'égalité qui est forte et qui rejaillit sur la structuration du maillage des services et donc du maillage des salles et des équipements. Ça, c'est des choses que j'ai documentées. Ce qui, malgré tout, à mon avis, un point de réflexion important, c'est de peut-être veiller à ne pas reproduire sous l'idée de faire en plus petit ce qui se fait par ailleurs. Il me semble que dans les dynamiques culturelles actuelles, il y a plutôt l'idée de faire autrement. Et que le potentiel de la ruralité aujourd'hui, c'est de s'appuyer sur ces nouveaux imaginaires, ces nouvelles manières de faire, qui renvoient aussi à des formes d'équipement un peu hybrides, un peu nouvelles. Donc il y a la question des tiers-lieux, mais il y a la question aussi des espaces de création, des lieux de création, des lieux de diffusion. Ce qui me semble important, c'est de se saisir de ce changement de regard sur la ruralité pour en faire un levier d'innovation et de création renouvelée. Donc, bien entendu, toujours être exigeant sur l'égalité, le rôle de la structuration, du maillage, etc. Et que, oui, il y en a marre d'une certaine façon de constater sur tous les services publics qu'il y a un déséquilibre aussi marqué. Mais il y a aussi l'envie de s'embarquer sur d'autres manières de faire et de coopérer. Et ça, la question des lieux, elle est importante aussi pour ça. L'hybridité, la réticularité, le sortir du schéma centre-périphérie pour penser des modes d'interrelation et tout ça. Voilà, bref, c'est un chantier qui est vaste et tous les travaux que vous menez et qui sont notamment faits par Agiter montrent bien qu'il n'y a pas de schéma unique, mais c'est quand même une source de bouillonnement et de réflexion qui est intense et qui me semble important de prendre en compte, d'être accompagné.